Entrez dans la H Révolution avec Manpower Group, partenaire RH exclusif de Viva Technologies. Les trois femmes qui sont là aujourd'hui, Agnès Salazar qui est la DG de auféminin.com, Armelle Laverne qui est Head of Content de la Startup Corp Academy et Corinne Fromentin qui est la directrice des opérations de Right Management qui est une des marques de Manpower Group. Voilà, je vais leur laisser la parole et leur passer le micro. Bonjour à tous et à toutes. Donc je vais d'abord commencer par me présenter parce que c'est important justement dans la discussion qui va suivre que vous connaissiez peut-être nos chemins de vie, puisque un des aspects du leadership au féminin, c'est sans doute d'avoir cette croyance très très forte que effectivement on peut guider sa carrière et que c'est en prenant en main et en ayant un certain nombre d'actions en tête et de trust, se faire confiance, que les choses se dérouleront le mieux possible. Donc j'ai la particularité d'avoir, je pense, dans ma carrière exercé plusieurs métiers et également d'avoir essayé de concilier une vie de femme, donc mère de 3 enfants, d'avoir suivi mon mari à l'étranger et donc d'avoir eu des ruptures dans ce chemin. Donc on pourra peut-être en parler tout à l'heure parce que c'est des choses qui sont importantes et que encore une fois, si on croit en sa destinée de carrière, on peut réaliser de très belles choses. Avant de passer la parole, juste peut-être on s'est dit qu'on allait chacun d'entre nous exprimer notre point de vue pendant 5 minutes et puis ensuite essayer d'avoir vraiment une part d'échange constructive avec vous et de répondre à vos interrogations. Un des éléments, je crois, qui est effectivement assez évident, c'est qu'on est dans l'héritage d'une histoire qui effectivement a toujours placé la femme dans un certain nombre de stéréotypes. Donc je vais pas m'y appesantir, mais quand même vous donner des données qui peuvent faire un petit peu froid dans le dos. On remonte quand même à une histoire très très récente dans la libération effectivement des droits de la femme en France, puisque on se rappelle que la première fois qu'une femme a pu gagner son autonomie civile en France, c'est en 1938 et que le droit des femmes est rentré dans la Convention française en 1946. Donc on est vraiment très 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 à l'aube de ce qu'on peut réaliser et c'est pour ça que le message est que si tout n'est pas formidable, et on va le voir, en tout cas tout peut être résolu et que chez Manpower Group, on pense que c'est justement maintenant qu'il y a une association des facteurs qui font que la place de la femme dans la société va pouvoir vraiment se retourner. Donc les stéréotypes, effectivement, la maternité est un frein, le retour de maternité en est un autre, la gestion des enfants. Mais un des éléments, c'est peut-être que parfois ce sont nous-mêmes qui nous sabordons dans ces logiques en nous mettant effectivement un certain poids culturel puisqu'on a été élevé, éduqué avec ce syndrome de tu seras la meilleure, la première de la classe, tu feras des enfants, tu t'occuperas bien du ménage, du repassage. Donc ça, c'est la première chose que je voudrais vous dire, c'est qu'il faut vraiment croire qu'on peut faire d'autres choses et que effectivement, si le système d'éducation n'était pas toujours, et j'espère que ça a changé, très très valorisant pour des aspects plus scientifiques par exemple, il faut que tous on éduque et ça passe par là nos enfants, nos garçons et nos filles pour que cela change. Voilà, et je dis bien nos garçons et nos filles. Le plafond de verre, on garde encore 24% de salaire en moins en France, 15% aux États-Unis. Donc on a du travail. Puisqu'effectivement, quand on le met en parallèle, on pourrait se dire mais elles sont moins éduquées, donc c'est normal. Pas du tout. Parmi les millennials féminines, c'est un chiffre de l'OCDE, il y a 41% de femmes qui sont à des niveaux de diplôme supérieurs aux hommes. Donc ça n'est pas le bon critère. Alors un des critères par contre qui est très 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 ancré, c'est effectivement que, tenez-vous, les métiers ont un sexe. Les métiers ont un sexe parce que si vous voulez être assistante maternelle, 99% de ces métiers sont tenus par des femmes. Si vous voulez travailler chez Bouygues en BTP, 99% des métiers sont tenus par des hommes. Donc, il faut effectivement qu'un certain nombre de barrières changent. Et pourquoi je vous disais tout à l'heure que je pense qu'on est dans un tournant, c'est que, y compris au niveau du gouvernement, au niveau des institutions européennes, il a été voté qu'en 2025, 33% des métiers devront être à parité d'emploi tenus par les hommes et les femmes. Donc il y a une vraie volonté sociale, politique,
qui doit nous aider par rapport à ça. Voilà, donc tous ces stéréotypes, il s'agit aujourd'hui non pas de les combattre dans la dureté, parce que c'est effectivement pas ce qu'on recherche dans les aptitudes féminines, mais d'y trouver au sein des entreprises des moyens. Et tout à l'heure, j'essaierai de vous les exposer. Mais en gros, il nous faut l'aide des hommes, il nous faut la croyance et la confiance des femmes. Voilà. Bonjour, je suis Agnès Salazar. Je sais pas si on entend. On entend ? Ah, il faut que je rapproche. Je suis Agnès Salazar, je suis DG d'Au Féminin. Je suis arrivée dans cette entreprise il y a 10 ans. J'ai 4 enfants et je pense que peut-être la particularité de mon parcours, c'est d'avoir avec mon mari mené en même temps tous les deux famille et carrière, sans peut-être partage, en se disant un coup c'est toi, un coup c'est moi. Et d'avoir aussi toujours voulu faire en fait ce qu'on avait envie de faire sans jamais vraiment renoncer. Et je pense que c'est aussi pour ça que c'est ce qui m'a guidée chez Au Féminin. Au Féminin, c'est 150 millions de femmes dans le monde à qui on parle tous les jours et qui en fait nous parlent énormément, ce qui nous donne un matériau extraordinaire pour les comprendre et les écouter et saisir ce qui se passe. Et nous, notre rôle, c'est en fait de leur donner confiance, de créer de la conversation, de créer une sororité entre elles. On se rend compte qu'il y a un travail monumental qui reste à faire, non seulement quand on regarde les chiffres, et Corinne l'a très très bien dit, mais aussi dans la perception. Et on voit en fait que des femmes, on a mené une étude récemment qui était assez édifiante, qui dit que moins d'une femme sur deux préfère travailler dans un environnement mixte, et que quand il faut choisir, elles sont 22% à préférer travailler dans un environnement masculin, seulement 4% préfèrent travailler dans un environnement féminin. Et quand on leur demande par qui elles préféraient être managées, elles sont 44% à préférer être managées par un homme. Ce qui est en fait assez incroyable et ce qui montre, comme tu le disais, qu'il y a énormément de stéréotypes. On les entend dire que plus de 60% d'entre elles pensent que les femmes au travail sont méchantes entre elles, qu'elles sont plus stressées que les hommes, qu'elles sont peut-être plus organisées, mais que en fait c'est pas bénéfique pour les autres femmes. Donc tous ces stéréotypes en fait sont dramatiques parce qu'en dépit de tout ce que les entreprises peuvent mettre en place, en fait si on change pas ces stéréotypes-là et cette perception-là, et ben malheureusement ça demeure. Et ça passe par évidemment créer des rôles modèles au sein de l'entreprise, mais aussi en dehors. Et comme tu le disais évidemment, Corinne aussi tout à l'heure, nous, ce qui nous semble assez incroyable quand on les écoute, parce qu'en fait, c'est de là évidemment qu'on tire les insights qu'on peut partager aujourd'hui avec vous. Il y a deux choses en fait, deux freins majeurs qui nous paraissent dramatiques. Le premier, c'est le fameux complexe de l'imposture. Le complexe de l'imposture, en fait, les femmes ont quand même toujours pensé qu'elles ne sont pas assez bien. Et le complexe de la bonne élève. Et celui-là, il est un peu moins connu. Alors, si vous voulez, je le partage avec vous. Le complexe de la bonne élève, c'est cet écart entre des femmes qui, en gros, font de bonnes études, réussissent très bien à l'école, et pour lesquelles il y a ensuite un écart majeur entre la valeur perçue de leur travail, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des femmes qui ont énormément de reconnaissance quotidienne dans leur travail parce qu'elles délivrent, elles sont très bonnes, et la récompense, et elles sont quand même 75% des femmes à avoir une bonne formation et à être bien dotées en termes de formation et de parcours professionnel, à considérer qu'elles ne sont pas rémunérées à leur juste valeur. Et en fait, c'est cet écart qui est complètement dingue et qui renvoie évidemment à l'école où finalement on valorise le savoir-faire, mais on valorise un peu moins le savoir-être. Et finalement, on valorise ensuite, et finalement, on valorise finalement même déjà à l'école le talent qui est davantage inné, celui qui passe les étapes avec brio, celui qui en fait rame pas beaucoup mais réussit bien. Et on valorise quand même beaucoup moins le laborieux qui, lui, travaille bien, etc. Et à l'école, les règles sont assez claires. Il faut avoir des bonnes notes. Il y a une autorité qui est l'adulte, qui est le professeur, etc. Et finalement, quand on se retrouve dans le monde professionnel, c'est là où finalement les femmes vont avoir tendance à réappliquer en fait ce modèle qu'elles ont appris, c'est-à-dire on est bon, on délivre, on est fiable, on est efficace, etc. Mais on sous-estime le savoir-être qui est fondamental. Et finalement, même en entreprise, on accorde moins de valeur à la compétence acquise, à l'acquis qu'au potentiel. La valeur, elle est vraiment accordée au potentiel. Et donc, ça veut dire qu'il faut travailler dès le démarrage cette idée que il y a des aptitudes à avoir qui sont nécessaires dans la vie d'une manière générale, mais en entreprise évidemment, qui sont le sens politique,
qui sont le faire savoir et qui sont des choses qu'on n'apprend pas à l'école et qui ne sont pas des compétences qu'on acquiert, en tout cas qui ne sont pas valorisées comme telles, qui sont évidemment des compétences, qui sont évidemment des qualités qu'on retrouve évidemment dans la vie professionnelle et qui sont très valorisées, mais sur lesquelles, dans tout le démarrage de la vie, c'est-à-dire toute l'école et jusqu'à la fin des études, jusqu'au démarrage, sur lesquelles en fait il y a finalement très peu d'impact. Donc voilà, nous on est évidemment très engagés pour aider et contribuer de notre mieux à apporter cette confiance aux femmes, à les aider à se lancer avec fierté et hardiesse. Je suis hyper fière que Delphine soit là, qui est la directrice de la communication d'Au Féminin, qui a une très belle histoire d'intrapreneuriat au sein de l'entreprise, puisque directrice de la communication du groupe, elle a lancé un projet e-commerce l'année dernière, de rien, toute seule. Qui est un énorme succès puisqu'aujourd'hui on a 10 000 abonnés, donc on est très fiers et je trouve que c'est vraiment une fierté pour nous évidemment de favoriser ces initiatives qui en fait ne destinaient pas du tout Delphine à faire de l'e-commerce, puisque Delphine en démarrant n'avait aucune compétence en e-commerce et qui pour autant est capable d'apporter un vrai succès dans l'entreprise. Et à la fois dans évidemment notre démarche d'entreprise, mais aussi dans ce qu'on propose aux femmes, c'est vraiment cette idée d'oser l'audace, comme le dit Françoise Héritier très bien, de ne jamais abandonner ses rêves. Et c'est quelque chose, on pense vraiment qui ne démarre pas dans la vie professionnelle, qui démarre tout petit. Et c'est la raison pour laquelle on s'est associé à Corp Academy, et Armelle va le raconter, pour proposer un programme de leadership au féminin qui ne s'adresse pas qu'aux leaders. Et d'ailleurs, a priori, pas d'abord aux leaders, mais vraiment à toutes les femmes, y compris aux hommes, et aussi aux mères, et aussi aux pères, pour qu'ils partagent ces idées-là avec leurs enfants. Voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Armelle Laverne, je travaille chez Corp Academy et je suis Head of Content, c'est-à-dire que je m'occupe de tout ce qui est production de contenu, de cours en ligne. Je vais vous expliquer ce qu'est Corp Academy dans 2 minutes et notamment de la relation avec des partenaires et des partenariats qu'il faut créer tout au long de notre vie de start-up, et c'est ce qu'on a fait avec le cours qu'on a construit avec Au Féminin. Donc Corp Academy, très rapidement, parce qu'on n'est pas aussi connu qu'Au Féminin, mais bientôt, j'espère. C'est une start-up qui fait de la formation en ligne. On a développé une plateforme de formation qui est basée vraiment sur des éléments assez novateurs, comme la gamification, créer une communauté en ligne, la pédagogie inversée, etc. Et donc en fait, il y a vraiment 2 faces dans Corp Academy. Il y a toute la face technologique, donc avoir une plateforme de formation dont on est propriétaire et qu'on essaye de faire évoluer en fonction des retours de nos utilisateurs, et puis effectivement toute la partie cours dont je suis responsable. Il y a à peu près 1 an, on s'est dit qu'on allait créer tout un ensemble de formations avec des acteurs qui ont une expertise, une légitimité sur ces sujets-là. On avait énormément de demandes de la part de nos clients sur le leadership au féminin, avec justement c'était la patate chaude, c'est-à-dire comment on gère ce truc. Et c'est assez compliqué. Faire une formation, on sait qu'on en a besoin, on sait que c'est essentiel et crucial pour notre boîte, et en même temps, comment on crée une formation qui soit destinée à toutes et à tous, enfin à toutes et à tous, qui en même temps va pouvoir justement s'intégrer dans les rythmes de travail de chacun, sans non plus exclure les hommes. Parce qu'il y a une grande question ici, je pense, dans pourquoi une formation sur le leadership au féminin. Est-ce que les hommes n'en ont pas besoin? Est-ce que c'est pas excluant, etc. Et du coup, je rebondis sur justement ce que vient de dire Agnès et ce que vient de dire aussi Corinne lors de leur intervention, c'est que on a besoin vraiment que cette formation puisse être suivie par tout le monde. Parce qu'en fait, c'est en essayant d'avoir justement l'aval de tous et en réussissant à faire suivre cette formation à tout le monde qu'on va pouvoir justement contourner les obstacles, les connaître et justement s'affranchir au fur et à mesure des barrières qui se posent aux femmes dans la vie quotidienne, mais aussi évidemment dans la vie professionnelle. Ce que je voulais vraiment vous dire, c'est que ce qui était très important quand on a construit cette formation, c'était de se dire qu'on allait s'adresser à toutes. Ça s'appelle le leadership au féminin. Mais on s'est posé énormément de questions sur le titre qu'on allait donner à cette formation. Leader, ça renvoie beaucoup à une image assez masculine, le leader. Donc, est-ce que c'était la bonne façon de nommer les choses? Ça a été une grande discussion qu'on a eue notamment avec Marie-Laure Sauty-Chalon, qui est CEO. On a beaucoup parlé d'empowerment, cette idée de prendre le pouvoir, de continuer à garder le pouvoir tout au long de sa carrière et justement d'avoir des initiatives qui fait qu'on continue à s'améliorer et qu'il n'y a jamais un moment donné où on a ce fameux plafond de verre et puis après on stagne. Parce qu'il faut savoir que hommes et femmes démarrent leur carrière souvent à job égal et à niveau d'études égal de façon pareille. Ils ont à peu près la même courbe d'évolution. Et quand vient le moment des enfants, là, ça stagne sévère. Donc, on s'est dit, bon bah voilà, déjà,
il faut se dire qu'on s'adresse pas à des leaders et forcément à des femmes qui vont devoir avoir des postes de responsabilité demain. On s'adresse à tout le monde. Et peut-être qu'il va falloir redéfinir ce que c'est qu'un leader. Et c'est un peu tout l'enjeu de cette formation. C'est se dire qu'un leader, c'est pas forcément quelqu'un qui a un poste de pouvoir ou qui veut avoir un poste de pouvoir. Un leader, c'est c'est des fois une jeune pousse qu'il va falloir justement nourrir, faire en sorte de lui donner toutes ses chances et faire en sorte aussi de lui donner les clés de sa réussite. C'est une formation pour moi qui est hyper importante. Déjà parce que je pense que j'ai un parcours un peu différent de vous deux. Je n'ai pas d'enfant. Donc déjà, j'ai pas connu pour le moment ce coup d'arrêt ou ces difficultés qu'on peut rencontrer et toutes les questions qu'on se pose. J'ai démarré ma carrière, c'est un peu bizarre quand on a 28 ans, mais j'ai démarré dans le monde du travail il y a 4 ans, essentiellement avec des startups, et j'ai peu connu pour le moment ces stéréotypes, ces clichés, parce que j'ai la chance d'être dans un environnement qui est extrêmement favorable pour les femmes et qui nous donne notre chance. Mais ce que j'ai pu constater, c'est que je travaille avec beaucoup de grands groupes, et quand on va dans les grands groupes, qu'on a 28 ans, qu'on a un poste un peu à responsabilité et qu'on se confronte à des univers très différents, là, ça peut coincer. Et je pense que dans cette formation, ce qui est important de dire, c'est qu'aujourd'hui, le leadership au féminin, il est extrêmement important aussi pour la performance des entreprises. Pourquoi ? Parce que il y a énormément de jeunes qui arrivent sur le marché du travail, ces fameux Y dont tout le monde parle, qui veulent plus de mixité en entreprise, qui demandent justement à ce qu'il y ait plus de femmes à des postes de responsabilité, qui justement demandent ces nouveaux formats de leadership que les femmes sont apparemment plus enclines à mettre en place, c'est-à-dire de l'écoute, de la participation pour l'innovation, du challenge, faire en sorte aussi de donner du feedback et d'en recevoir, c'est-à-dire accepter le feedback et en faire quelque chose. Et donc du coup, cette formation pour moi, c'est vraiment important qu'elle puisse être suivie à la fois par des hommes, à la fois par des femmes, parce que si ensemble on arrive à comprendre quels sont tous les freins qui vont faire en sorte que dans votre équipe, il y a peut-être des femmes qui vont se freiner et qui font qu'à la fin, vous aurez que les mecs de votre équipe ou de votre boîte qui vont postuler au poste clé, si on arrive à comprendre ça, on arrivera justement à faire en sorte qu'il y ait la possibilité que les femmes, petit à petit, se fassent une place, réussissent justement à comprendre quelles sont leurs forces, quels sont les obstacles qui vont se présenter à elles et comment elles peuvent travailler sur leur leadership. Et à la fin, du coup, on aura un leadership plus mixte. Puisqu'aujourd'hui, on est aussi diplômé, voire mieux et même plus diplômé que les hommes. Mais quand on regarde, et on a des aussi bonnes trajectoires qu'eux, mais quand on regarde les postes de direction ou les femmes board members, etc., il n'y a plus personne. Donc du coup, c'est important aussi de se dire qu'il n'y a pas de raison que à carrière égale et à études égales, etc., on ne retrouve pas ces femmes. Plus le leadership sera mixte, plus il y aura un leadership avec des femmes et des hommes à des postes de direction, mais aussi dans l'ensemble des équipes avec plus de mixité, plus on arrivera à une plus grande diversité et justement à faire en sorte que la performance de l'entreprise s'en ressente. C'est pas des paroles en l'air, etc., puisqu'il y a une grosse étude qui a été faite notamment par Manpower, justement qui explique que la performance de l'entreprise est directement liée au leadership et que plus le leadership est mixte, plus on a différents types de leadership qui s'incarnent dans l'entreprise, plus la performance de l'entreprise s'en ressent et s'améliore. Voilà. Peut-être que à ce moment du pitch, etc., on aimerait vous poser des questions, que ce soit un peu plus interactif. Déjà, ce qui est assez marrant, c'est qu'on peut remarquer qu'il y a beaucoup de femmes et qu'on peut souligner la présence de quelques hommes. Donc, merci à vous. Est-ce que vous, par exemple, vous aimeriez déjà prendre la parole sur ce sujet ? Est-ce que vous avez des choses à dire dessus ? Est-ce que vous avez déjà mis en place, suivi des formations de ce type ? Est-ce qu'elles vous ont aidé ? Est-ce que vous pensez que ça sert à rien ? Enfin, est-ce que vous avez des choses à nous dire ? Ou est-ce que ça vous laisse silencieux, ce qui m'inquiéterait ? Pour vous mettre à l'aise, il y a une étude de McKinsey qui s'appelle Women Matter, peut-être que vous connaissez, qui dit que 88% des employés en Europe ne comprennent pas la stratégie de leur entreprise sur ces sujets de mixité dans l'entreprise et que 62% aimeraient bien faire quelque chose mais qui savent juste pas du tout ce qu'il faut faire. Donc ça vous laisse totalement libre d'imaginer n'importe quelle idée sur le sujet. Bonjour, je m'appelle Laura Guez, je suis étudiante, j'ai 23 ans. J'aimerais juste rebondir sur le titre de la conférence, Women Leadership. Vous trouvez pas justement de faire un thème sur le leadership au féminin, c'est pas un peu reproduire ce qu'on reproche en fait, d'être exclu, de parler un langage que personne ne comprend. Et pour moi, il n'y a pas vraiment de leadership féminin, pas de leadership masculin, il y a un leadership global. Il faut de la mixité bien sûr, mais justement, je trouve que c'est un peu excluant et reproduire en fait un modèle qu'on reproche. Voilà. Donc je voulais savoir ce que vous en pensiez.
En fait, c'est en mettant deux mots qui normalement vont pas ensemble que précisément on veut pas reproduire le modèle. Leadership, c'est pas un mot qu'on applique souvent aux femmes. Et pourquoi? Viens là, peut-être. Justement, je trouve que le problème est là parce que moi, ayant 23 ans, je suis jeune étudiante, je comprends pas pourquoi on continue à dire que leader ne va pas avec femme. Pour moi, je suis pas d'accord. C'est parce que vous avez 23 ans. Voilà. Donc, pour exposer un petit peu plus les choses, c'est que, étant donné que je suis la plus âgée, le modèle de leadership est quand même très ancré dans une culture masculine, quand j'ai parlé tout à l'heure de métiers qui ont un sexe, franchement, le leadership avait un gender, comme on dit, pour pas. Et donc, il y avait, quand on regardait les modèles de leadership dans les entreprises, des choses qui étaient très tournées vers le pouvoir, des aspects de compétences plus domination, plus dans la domination par le pouvoir, par l'influence, par la performance uniquement chiffrée, et tout ce que vous avez en tête de façon très naturelle et innée, qui sont plus tournés vers les nouveaux modèles de leadership qui vont plus mettre en avant les actions collaboratives, le fait, par exemple, un des éléments qui détermine un bon leader versus un moins bon leader, c'est sa capacité à détecter et à développer des talents. C'était pas du tout dans les modèles du passé. Bien au contraire, on était plutôt dans des logiques ascenseurs, et puis j'emmène les 2-3 qui me vont bien parce que justement ils me feront pas d'ombre, etc., etc. Donc vous êtes dans un monde qui est en train de changer dans sa culture, et c'est une grande chance. On est aussi dans un monde où il y a une guerre des talents qui va devenir de plus en plus importante. Aujourd'hui, à date, en Europe, il y a 35% des postes qu'on n'arrive plus à pourvoir, 68% en Asie. Donc effectivement, en fait, pourquoi tout ça est en train de bouger dans le bon sens, et que vous n'avez plus, et c'est une grande opportunité, à vous poser les questions que j'ai pu avoir en face de moi à certains moments, et c'était pas des questions, croyez-moi, c'était plutôt non mais on va mettre un mec parce qu'en fait là on va parler chiffres, et donc toutes les notions de PNL étaient absolument pas quelque chose sur lequel on aurait orienté naturellement une femme. C'était les fonctions RH, les fonctions com, les fonctions support. Les femmes font du support et les hommes menaient la performance de l'entreprise. Donc ça, c'est en train de tomber parce qu'il y a la guerre des talents. Et que en plus, le monde devenant ce qu'il devient, les modèles de leadership qui sont aujourd'hui recherchés et construits de façon assez récente, chez Right Management, vous savez que c'est un de nos points d'offre. Et effectivement, on voit bien que les grands groupes sont en train de refondre complètement leur modèle en se tournant vers toutes ces compétences qu'on dit plus agiles, plus soft, parce que aujourd'hui, on réussit pas forcément parce qu'on a les compétences techniques, on réussit parce qu'on a les compétences cognitives et comportementales, et qu'on sait prendre un sujet d'une certaine manière. Et donc effectivement, il y a absolument plus d'opposition et entre le leader masculin et féminin. Un homme peut avoir ses aptitudes, une femme peut les avoir tout autant aussi sur le fait de savoir driver un PNL, et tout va, enfin en tout cas, notre job, c'est à mon avis de déprogrammer, j'aime ce terme, de déprogrammer tous les stéréotypes qui existent aujourd'hui dans les entreprises. Et dès l'école, le syndrome de la bonne élève, le syndrome de on va t'apprendre à faire ci, faire ça, les jouets qu'on offre aux enfants à Noël, il faut tout déprogrammer, il faut déprogrammer les foyers, il faut déprogrammer les entreprises. Et non, mais ça veut dire que c'est votre génération, quand vous allez avoir des enfants, qui allez aussi pouvoir faire ça. Et puis nous, en entreprise, très honnêtement, moi je suis très confiante parce que je vois que les choses sont en train de vraiment évoluer, et c'est même pas une question de génération. C'est-à-dire que les femmes et les hommes de ma génération, on a envie de travailler dans ce modèle. Voilà. Je vais, si vous voulez, j'ajoute juste un exemple parce que du coup ça donne, on en a tous des exemples personnels. Moi j'en ai eu un il y a pas très longtemps où un fonds d'investissement est venu nous proposer une acquisition. Donc on regarde le business plan, on pose des questions, et là il me demande mais vous posez des questions intelligentes, votre mari est banquier, il a 45 ans. C'est dément quoi, c'est démentiel. Et en fait ça arrive tout le temps. Vous regardez la liste des dirigeants du groupe Vinci qui a été publiée il y a une semaine, 12 hommes. Voilà, la photo elle est choquante en fait. La photo est absolument choquante. C'est 17% de femmes qui sont membres de comités exécutifs en Europe. En fait, même si vous ne le ressentez pas, et c'est bien, c'est normal, moi je l'ai jamais ressenti non plus.
jusqu'à y être confronté en fait, jusqu'à ce qu'on y soit soi-même confronté, on le ressent pas. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ou est-ce qu'on peut continuer sur cette question-là? Il nous reste à peu près 10 minutes. Ah, vous avez une question? Il faut bien qu'un garçon pose une question quand même. Bon, je fais partie des mâles qui assistaient à la conférence. Ah, moi, je suis très inquiet. Je vais me faire l'avocat du diable. Je suis vraiment très inquiet parce que hier, j'ai croisé un associé d'Accenture et qui me disait la chose suivante. Accenture a une politique très très forte pour revenir sur des taux de mixité en ligne avec la présence des femmes dans la société. Donc d'arriver sur un taux de 50-50. Et l'effet de cette politique-là, c'est que ils sont obligés aujourd'hui de choisir des femmes qui ne sont pas forcément au niveau de maturité attendu pour prendre le statut d'associé. Ils sont quand même obligés de les prendre pour arriver à projeter cette image sur le marché d'une entreprise totalement mixte avec 50% de femmes, 50% de garçons. Alors je suis très inquiet moi en tant que c'est un homme. Mais vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez pas que justement d'aller à fond sur ces politiques, d'arriver sur des taux de 50-50, on prend parfois des décisions de gestion de talent qui sont pas forcément les plus adaptées? Alors, moi, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que souvent, ce qu'on constate, c'est qu'on donne plus souvent un poste à responsabilité à un homme sans se poser la question de est-ce qu'il a les compétences. Donc, c'est le premier point. Là, on se pose la question parce que c'est une femme. Intéressant. Mais en plus, je pense que si globalement, dans l'entreprise, il y avait un peu plus de mixité, évidemment, c'est assez caricatural de dire faut que ça soit pile poil, égalitaire, etc. Et il y a effectivement des dérives qui peuvent être inquiétantes. Mais aujourd'hui, ce qui est inquiétant, c'est que la dérive, elle est vraiment pas dans l'autre sens. Et on a aussi des hommes qui sont pas forcément capables et qu'on a mis à ces postes parce qu'on estime qu'ils nous saouleront pas parce qu'ils auront pas d'enfants ou parce que même s'ils en ont, de toute façon, ils s'en occuperont pas. Donc comme ça, génial. On sait que lui, il sera dévoué à son travail, etc. Donc moi, je pense qu'il faut bien penser ces politiques. Et il faut les penser avec justesse, mais à l'inverse, souvent, on demande beaucoup plus à une femme qu'on ne demande à un homme. Et je trouve que c'est assez typique. Et ça se retrouve aussi d'ailleurs dans ce que les femmes elles-mêmes se demandent quand elles postulent. C'est-à-dire que, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, et excusez-moi si c'est une redite, mais ce qu'on constate, c'est que pour un même poste, avec 50% des compétences qui ne sont pas maîtrisées par les deux candidats, homme-femme, l'homme postule, la femme ne postule pas. C'était un tiers, je crois, Corinne, qui avait ce chiffre. Un tiers de femmes ne postulent pas, alors qu'il y avait plus de 50% d'hommes qui postulaient. Donc, effectivement, il faut penser les choses avec intelligence. Effectivement, je trouve que des programmes comme ça sont faits aussi pour penser les choses avec intelligence, sans exclure. Et effectivement, c'est un gros challenge. Et moi, je te rejoins. Et c'est des feedbacks que j'ai souvent. Faut pas exclure. Et comment on fait pour ne pas exclure? Mais aujourd'hui, le résultat, c'est que les femmes sont sous-représentées dans tous les postes, la plupart du temps dans les entreprises. Et c'est quelque chose sur lequel, on ne peut pas ne pas se battre. Donc oui, des fois, quand on se bat, c'est pas forcément avec les bons outils et on a besoin de faire en sorte de réajuster la chose. Mais souvent, on va aller demander beaucoup plus à une femme qu'à un homme. Et ça, c'est le premier point que je voulais soulever. Bonjour, donc Béatrice Gueffier, je suis avec Caroline Taylor. On travaille toutes les deux dans une société où nous ne sommes que des femmes. Voilà. Alors, on fait du recrutement, bien sûr. On travaille chez Chantal Baudron. Dans nous, les recrutements par rapport à nos clients, on n'est absolument pas sexiste. On regarde simplement l'aptitude des gens. Il se trouve qu'il y a des postes qui sont extrêmement tenus par des hommes, mais ça vient aussi beaucoup de la formation, et ça c'est aux femmes à se prendre en main. Il n'y a pas besoin d'avoir des politiques top-down pour faire ça. Je pense à des postes d'ingénieurs, donc tout ce qui arrive dans des structures plus industrielles, il n'y a pas de femmes. Moi j'ai 4 enfants, 3 garçons, 1 fille. Ma fille, je l'ai poussée à faire des études scientifiques parce que je me dis qu'elle a beaucoup plus de chances d'arriver à un poste à responsabilité plutôt que d'aller dans des postes de marketing où il y a énormément pléthore de femmes. Voilà. Et nous, on peut constater aussi que parmi nos clients, on a des clients qui ce sont des choses qu'on n'entend pas forcément, qu'on ne veut pas appliquer, mais il y a des endroits où il y a des femmes et on a besoin d'hommes pour équilibrer les équipes et dans l'autre sens. Et effectivement, moi, je pense que là où les femmes gagneront, c'est le jour où elles auront des postes grâce à leurs compétences et pas parce que ce sont des femmes. Voilà. Et là, je trouve qu'il y a quand même une grosse question et je vous rejoins, monsieur. C'est pas parce qu'on est une femme
qu'on doit avoir un poste et que l'homme doit rester derrière. Voilà. Ça me paraît fondamental. Et les sociétés, elles ont besoin de gens capables, pas en fonction du sexe. Il y a une association qui s'appelle Wi-Fi, que peut-être vous connaissez, qui propose des formations à des filles à partir de la 3e, et qui propose en fait des formations qui amènent des groupes de filles dans des entreprises de tech ou dans des entreprises industrielles pour leur montrer en fait les métiers de l'ingénierie. Parce que le problème aussi qui se passe, c'est que quand elles arrivent en terminale, c'est déjà trop tard en fait. Il faut que et elles et leurs parents se projettent dans l'idée que leur fille va être ingénieure. Et vous avez le bon choix. Moi, j'ai aussi une fille, 3 garçons, et j'incite aussi beaucoup ma fille à aller vers une carrière scientifique. Mais en fait, c'est pas la majorité quand même. Et donc, c'est vrai que pour se donner le choix de la compétence, il faut une équité quand même de genre. Je suis d'accord. Alors après, moi, je pense que en tant que femme, on ne doit pas forcément se diriger vers la carrière scientifique parce qu'il y a un déficit d'hommes, parce qu'il y a trop d'hommes dans ces carrières-là. Non, mais faut être maligne. Mais il y a une vraie question aussi de qu'est-ce que c'est la réussite et est-ce que la réussite c'est forcément etc. Oui. Non, mais bien sûr. Non, mais je parle de façon générale. Et tout à l'heure, vous avez parlé de l'éducation. Effectivement, l'éducation, elle est au cœur de tout ça. Dans notre formation, un des premiers cours commence justement par ces stéréotypes et souvent ça crispe un peu à ce moment-là parce qu'on en a marre d'entendre tous ces trucs-là. Puis après, il y a beaucoup de choses qu'on explique sur l'éducation. Il y a par exemple l'effet Pygmalion. Non pas Pygmalion, Pygmalion, qui est en fait que un professeur qui à un moment donné va plus solliciter un garçon par exemple ou plus le féliciter dans les maths, les choses comme ça, etc. reproduit cet effet sur son élève. C'est-à-dire que son élève de fait ne va moins participer, etc. Il y a énormément d'études qui ont été faites, d'observations dans les classes pour montrer quand est-ce qu'on donnait plus la parole aux petites filles ou aux petits garçons, etc. Donc effectivement, avec ce genre de formation, moi personnellement, j'ai pas l'impression qu'un leader c'est forcément un homme, mais peut-être que justement c'est bien, c'est que les choses évoluent, etc. Je me confronte par contre souvent à des caricatures un peu de qu'est-ce que vous faites là. Et souvent aussi c'est des personnes qui ont pas le même âge en face de moi et c'est là où on dit bon bah très bien, on va faire évoluer les choses. Mais ce genre de formation, moi, il m'a permis de me rendre compte de plein de choses et de plein de petits trucs et astuces. Par exemple, peut-être qu'il faut que tu trouves un mentor, peut-être qu'effectivement il va falloir que quand moi j'ai des enfants, je sache ne pas reproduire ces espèces de caricatures, etc. Et je pense que c'est très dur, on est les premiers à les reproduire et c'est ce qu'on disait au début, les femmes sont souvent leur premier obstacle. Parce que personne, des fois, ne les contraint à ne pas postuler. Mais il faut avoir conscience de tout ça, parce que si on n'a pas conscience, c'est comme si on faisait un sprint, on a fait son meilleur départ, on est hyper bien parti, puis il y a une espèce d'énorme glace en verre qu'on voit pas, on se la prend en pleine figure, on se dit mais merde, pourquoi je me suis arrêtée? Donc je pense que ce genre de formation aide justement à se prendre en main, et que c'est important aussi que hommes et femmes puissent les suivre. Et je parle notamment, moi je pense à mes frères, je leur ai demandé qu'ils la suivent, ils ont tous fait la gueule en me disant mais c'est quoi ce truc de fille? Justement peut-être que en parlant du titre, et en suivant, à la fin ils m'ont dit bon ok, j'étais pas d'accord avec tout, ils rejoignaient certains propos de monsieur, mais ils m'ont dit on a quand même appris plein de choses. Et c'est vrai qu'on a des stéréotypes assez durs qui restent, et je pense qu'il faut combattre et que ça commence par l'éducation. Et que l'entreprise c'est un peu le dernier step et que c'est peut-être un peu trop tard. Oui, c'est pour apporter une petite note pour témoigner, parce que là, on parle beaucoup de postes à responsabilité. Et hier, en fait, dans une émission, j'ai vu quelque chose d'intéressant qui était sur les exosquelettes pour réduire la pénibilité au travail. Et il montrait comment des femmes aujourd'hui, justement, pouvaient aussi accéder à des postes qui étaient jusqu'à présent juste masculins, parce que simplement pour des questions morphologiques, physiques et de force. Et c'est vrai que je me suis fait la réflexion en me disant, mais finalement, c'est intéressant parce que ça va permettre aussi, sur toute la chaîne aussi de l'entreprise, justement de pouvoir proposer beaucoup plus de mixité aussi sur des postes qui sont aussi parfois peu qualifiés, mais qui sont aussi concernés par cette mixité. Voilà, c'était juste un petit témoignage. Peut-être qu'on va clôturer, mais c'était pour répondre un petit peu dans la généralité aux commentaires qu'il y a eu tout à l'heure. Moi, je voudrais conclure en disant qu'en tant que femme, je pense qu'il faut, évidemment, on l'a compris, ça part d'éducation, il faut oser. Et donc, il faut se faire confiance. Ça, c'est la première chose. Et ça vient de l'éducation aussi que l'on reçoit et d'un chemin de vie qui démarre dès le départ. Donc, osons.
Ensuite, j'aurais tendance à dire, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, on ne doit pas être dans la recherche d'une égalité 50-50. On doit être dans la recherche d'une équité des opportunités et que le meilleur, au sens justement le masculin l'emportant, mais j'oserais dire le meilleur, la meilleure, en termes de compétences et de potentiel de développement. Parce qu'il y a la compétence actuelle et il y a le potentiel. Et dedans, on va y retrouver aussi l'envie, l'action de monter, de se développer. Donc, on revient, j'en suis désolée, à cette confiance en soi qu'on a ou qu'on n'a pas d'enraciné. Et donc, voilà, il faut que les hommes, les femmes, on soit dans cette recherche de l'équité des opportunités et les femmes les saisiront, les hommes les saisiront. Les organisations doivent, elles, s'assurer que cette équité est là et que les processus sont justes. Et donc, c'est pour ça qu'on a des modèles de leadership, c'est pour ça qu'on a des techniques cognitives d'assessment, c'est pour rendre le modèle juste. Parce que je vous rejoins, si on rentre dans l'effet inverse de finalement une discrimination reverse, on va créer un modèle de combat et c'est absolument pas ça le futur des organisations. Voilà. D'ailleurs, les réseaux de femmes qui marchent dans les entreprises sont des réseaux dans lesquels il y a beaucoup d'hommes très investis. J'ai pas de mot de la fin. C'était super. Merci beaucoup. Entrez dans la H Révolution avec Manpower Group, partenaire RH exclusif de Viva Technologies.